Au fil du temps, une émission de Sud FM, réalisée et présentée par Baba Diop. Au fil du temps, le temps tisse sa toile et nous donne le temps de goûter à ses délices. Bonjour, bonsoir à tous. Mon invité est Mody Diop, journaliste, formateur en développement personnel. Il vient de publier avec Amadou Batordien le livre Croire en soi, parcours de grands entrepreneurs aux éditions Le Nègre International. Je reçois donc Mody Diop pour son livre Parcours et non portrait des entrepreneurs qui regroupe des self-made men, des self-made women et bien sûr les modernes. Mody Diop, bonjour. Bonjour, Baba. Je commencerai d'abord par vous présenter mes condoléances parce que Pape Diouf nous a quittés et puis vous aviez travaillé avec lui. Rappelez-nous dans quelles circonstances. Ah oui, Pape Diouf était un confrère et un ami. Nous avons eu à collaborer quand moi je dirigeais la communication d'Air Afrique et lui était agent de Basile Boli. Il venait de remporter la Coupe d'Europe. Je pense que c'était en 1994, 13 ou 14. Donc nous avions monté une opération autour de ça, à Basile Boli au Sénégal, avec son épouse de Saint-Louis. C'était un garçon d'une dimension certaine sur tous les plans. C'est vrai que c'est le monde du sport, du football en particulier, qui a révélé Pape Diouf. Mais c'était également un homme d'une grande culture générale. Pape adorait les livres, on le voyait rarement sans un livre avec lui. Si j'ai évoqué Pape Diouf, c'est parce que vous partagez aussi la passion du livre. Vous-même, vous êtes devenu écrivain aujourd'hui. Oui, nous avions cette passion en commun, c'est-à-dire les livres. Souvent, il me ramenait d'ailleurs des livres de France. Disons que c'est peut-être nos métiers qui, au départ, nous ont conduits vers la lecture, parce que le journalisme rime quand même avec certes articles, mais avec livres également. Et pour ce qui me concerne, moi, en tout cas, j'ai éprouvé le besoin, effectivement, à un moment donné, de partager un peu mon expérience avec les plus jeunes, et je dirais même les moins jeunes également, parce que j'ai fait un livre, disons, dans lequel qui réunit aussi bien les jeunes générations que les plus anciennes, disons. Oui, Mody, nous reviendrons donc justement sur ce livre-là, mais je voudrais évoquer avec vous aussi le fait que le journalisme mène peut-être à tout. Le journalisme mène à tout à condition d'en sortir. Mais parce que vous avez travaillé à Air Afrique, vous avez été aussi oui, coach. Moi, par exemple, j'ai fait mes humanités au Soleil. Au Soleil. Après mes études, de journalisme en France, j'ai fait mes humanités au Soleil. Et ensuite, j'ai travaillé à Air Afrique qui m'a réellement ouvert les portes du monde. Je suis passé, en fait, tout en restant journaliste, j'ai ajouté une autre dimension qui était la communication. Et le journalisme, c'est vrai, c'est un métier vraiment très ouvert, éclectique, qui peut mener vraiment vers tout. Restons dans le champ de l'écriture. Croire en soi, c'est votre livre que vous avez coécrit. Bien sûr, comment s'est passée la coécriture? Oh, la coécriture s'est très bien passée. C'est un livre, disons, écrit, comme on dit, à quatre mains. Moi, l'idée de base et tout ça, c'était moi. Mais je voulais, disons, un regard plus jeune
disons, que le mien. Donc, toute la partie des jeunes entrepreneurs, je l'ai confiée à un journaliste, un jeune journaliste. Amadou Bator Diop. Amadou Bator Dieng, oui. Qui a fait, lui aussi, qui a fait ses classes en France dans plusieurs structures, qui a été à un moment donné rédacteur en chef de Réussir, et tout ça. Et donc, autant lui s'est chargé, disons, de la partie des jeunes entrepreneurs, et moi, donc, de l'autre partie, quoi. Donc, vraiment, ça s'est très, très bien passé, on s'est très bien entendu. On a quand même mis 3 ans à le faire. Il fallait quand même mener des enquêtes, il fallait interroger des gens, tout ça, mais bon. Le résultat quand même est là aujourd'hui, quoi. Oui. Comment s'est fait le choix, puisqu'il y a, disons, une 60aine de personnalités, il y a les autres que vous avez raccourcis, bien sûr, mais il y a vraiment une variété d'entrepreneurs, comme vous les appelez. Oui, c'est-à-dire que vous savez que tout choix est forcément trivial. Et assez curieusement d'ailleurs, en parlant avec les gens qui vivent aujourd'hui, ils me disent il y a un tel qui aurait pu figurer. Je dis effectivement. J'ai même, disons, la moitié d'un autre livre, là. Point de vue personnalité et parcours. Non, moi, comment j'ai fait le choix, je les ai divisés, disons, en 3 parties. Il y avait ce que j'appelais les précurseurs, c'est-à-dire les gens comme Ahmed Goro Diop, Mame Cheikh Anta Mbacké, Ouagane Diouf, Amadou Alassane Ndoye, Alassane Seydi. Il y avait, donc ce sont les gens, disons, de 1800, poussière, 1800. Ensuite, il y a eu les pionniers, les Djily Mbaye, Djiko Kébé, Diallo Pic, Bokar Samba Dièye et compagnie. Les gens donc de 1900, tout ça. Et la dernière fournée, disons, a été composée par les modernes. Genre David Diagne, Maguette Wade, Kabirou Mbodj. Donc c'est comme ça que j'ai fait le tri. Et maintenant, si vous regardez bien, on retrouve quand même au final une centaine d'entrepreneurs. Il y a les 50 parcours qui sont retracés, mais ils sont 100 au total avec les autres là. C'est-à-dire les gens que j'ai regroupés, quoi. La préface du livre écrite par Amina Touré de Conseil économique environnemental. Pourquoi oui, ce choix? C'est une femme, elle est plus politique qu'entrepreneuse. Il y avait deux choses qui m'intéressaient chez elle, même. C'était le fait que le Conseil économique et social soit en fait le socle de l'entrepreneuriat au Sénégal. Donc, elle était tout à fait indiquée ou qualifiée, cela, en tant qu'elle était présidente, donc. Et puis ensuite, il y avait le fait que ce soit une femme. Je tenais aussi à mettre l'accent sur le fait que on dit souvent self-made men, mais il y a beaucoup de self-made women également. D'ailleurs, on en retrouve 8 dans le livre. Avouons quand même que c'est peu, 8 sur 100. Non, 8 sur 50. Sur les 50. Non, je dis, et les autres qui font 100. Non, dans les autres, vous retrouvez également des femmes. Vous retrouvez par exemple les Chignards de Saint-Louis, qui étaient aussi des femmes entrepreneurs. Vous retrouvez une des Astou Hadj, par exemple, qui a ouvert les premiers salons de coiffure aux États-Unis, etc., etc. Donc, ce qui était intéressant, c'était quand même qu'il y ait des femmes pour montrer qu'il n'y avait pas que des hommes qui entreprenaient. Mimi Touré, donc, qui ouvrait, disons, le livre avec son regard sur l'entrepreneuriat au Sénégal, l'hommage qu'Avambé à ses entrepreneurs et le message à la jeunesse. Oui, surtout qu'elle exhorte quand même à la jeunesse de prendre son destin en main. Ah oui, elle les incite à prendre leur destin en main.
parce qu'elle fait un constat très juste d'ailleurs. Elle dit que la jeunesse d'aujourd'hui est intelligente, elle est ambitieuse, elle a certains défauts, comme par exemple le fait d'être trop pressée, et elle les incite, donc effectivement, à prendre leur destin en main, à inventer même leur destin, comme le disait le président Sankara. Vous ne faites pas seulement que nommer les gens, mais vous mettez aussi ce qui fait leur particularité. Prenons Ahmed Gora Diop, qui est quand même le premier qui ouvre ce livre, Saint-Louis, parce que vous-même, vous êtes Saint-Louisien. Oui, bon, il y a peut-être un peu de ça, mais disons que mon cher Antembake n'est pas Saint-Louisien, Saint-Louis n'est pas Saint-Louisien. Je parlais de celui qui ouvre le livre. Oui, mais c'est le plus âgé également. C'est le plus âgé des précurseurs. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Qui, Ahmed Gora? Oui, puisque vous dites que c'est un homme d'action, oui, mais encore... Ahmed Gora, bon, il faudrait peut-être aussi que je vous explique d'où est parti le livre. La naissance du livre. Allez-y. Oui, l'essence du livre, parce que c'est parti d'un constat que dans les sociétés africaines traditionnelles, il y avait une véritable organisation du travail. Les uns allaient pêcher, les autres à la chasse, les autres à la terre, etc., etc. On ramenait le tout et puis on partageait. Il n'y a que l'adresse qui constituait, disons, une valeur ajoutée. Et puis le diplôme est arrivé. Et pour pouvoir avoir accédé à certaines fonctions dans l'administration, il fallait, disons, avoir un diplôme. Mais ce diplôme-là, à un moment donné, a montré également ses limites. Et on s'est retrouvé avec des bacs plus 7, 8 qui se sont mis à chômer. Et dans le même temps, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une valeur qui, elle ne s'était jamais émoussée, n'avait jamais perdu de sa valeur, c'était l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat, donc, des gens comme les Ahmed Gora Diop, entre autres, l'ont pratiqué vraiment à bon escient. Moi, mon constat de base, c'était celui-là. C'est ça qui m'a amené à vouloir écrire sur l'entrepreneuriat. Oui, mais avec cette précision, l'entrepreneuriat, ça ne veut pas dire débrouillardise. Ah non, ça n'a rien à voir avec la débrouillardise. L'entrepreneuriat, textuellement, c'est prendre une idée, un projet, et le matérialiser, le transformer en une réussite. C'est ça, entrepreneuriat. C'est pas de la débrouillardise simplement, quoi, comme d'aucuns le pensent. Non. Être entrepreneur, ça demande quand même une démarche. Une démarche aussi bien intellectuelle que souvent matérielle également. Je prends le cas, par exemple, de Diallo Pitch. Oui, qui était oiseleur, que tout le monde connaissait à Dakar. Voilà, Diallo Pitch constate que les amis de ses patrons touba aiment les oiseaux. Il se dit, mais attends, moi, je pense que je vais pouvoir, si vous aimez les oiseaux, je vais vous fournir des oiseaux. Mais seulement ces oiseaux-là, on ne peut pas les prendre comme ça et puis venir les... Donc, il commence par construire des oiselleries. On le prend pour un fou, parce qu'on se dit, mais les gens se construisent des habitations pour les humains. Lui, il construit des habitations pour les oiseaux. Donc, c'est un fou. Il dit, d'accord, que ça, qu'à cela ne tienne, traitez-moi de fou et on verra bien. Et il continue. Et il va chercher donc ces oiseaux en brousse, il les amène en ville, il les vend, ça marche, et finalement, il se retrouve à aller en vendre à Marseille par le bateau, le paquebot, là, en Serville. Et finalement, il se lancera dans la pêche. Tout ça à partir des oiseaux. Donc, si vous voyez sa démarche, c'est une démarche d'entrepreneur.
Je dis, revenons à la source de votre livre. Justement, ces entrepreneurs, comme on avait parlé, comme Mame Cheikh Anta Mbacké. Oui, Mame Cheikh Anta Mbacké, qui est l'argentier du mouridisme, dans la mesure où lui, il a compris très tôt qu'il fallait quelque chose pour soutenir les daras. Et il a pensé donc à introduire l'agriculture dans les daras pour procurer à ces daras quelques subsides. Donc c'est lui qui a introduit en fait l'agriculture dans les daras. Après d'ailleurs par la suite, pratiquement tous les dignitaires, tous les marabouts là, se lanceront également dans l'agriculture. Mais déjà c'était ça, cette idée-là, de se dire il nous faut des subsides, il nous faut des dividendes, donc on va les chercher. Seigne Moutada Mbacké a eu la même démarche. Quand il a voulu avoir un arabe de qualité et tout ça, il a été en Égypte chercher des professeurs là-bas. Il les a ramenés au Sénégal. Il les a payés rubis sur l'ongle. Mais, où trouver ces sous-là? Il fallait, pour ce faire, qu'il importât du café, par exemple, de Côte d'Ivoire. Il vendait. Il avait sa chaîne de cars, là, les fameux cars de Seringi, etc., pour justement avoir de quoi faire fonctionner son affaire. Donc c'est Babacar Ngom qui part avec 120% et 60 000 francs dans la maison en construction de son père, du côté de Malika, là, sans eau ni électricité. Et tout ça finit par faire sédiment. C'est ça l'entrepreneuriat également. C'est pas de la débrouillardise comme pourraient le penser certains. C'est que ces gens-là, ces personnes-là avaient aussi de la vision. Ils savaient étendre leur commerce. C'est le terme, c'est avoir une vision, la vision de ce qu'on veut, se fixer donc un objectif, déterminer une stratégie pour atteindre cet objectif et se donner les moyens pour y arriver. En fait, c'est ça l'entreprise également. Après l'agriculture, il y a quand même le routier, c'est Alassane Seydi. Oui, Alassane Seydi, lui, sa vision, pour reprendre le terme qu'on a employé, parce que c'est la base un peu de tout ça, c'est celle d'avoir investi sur l'école française pour ses enfants. Il a été le premier du côté dans le sud, là, du côté de Goudomp, oui, a envoyé donc ses enfants à l'école française. Et ça a donné effectivement son fils Idriss Seydi, qu'on connaît, qui a été le PCA de la SGBS, Youssouf Seydi, qui a été le président de la Chambre de commerce de Casamance, Ousmane Seydi, qui a été responsable politique, député et questeur à l'Assemblée nationale. Ça, c'était pour les fils. Pour les petits-fils, il y a eu Doudou Seydi, le premier expert comptable diplômé du Sénégal, et même d'Afrique occidentale. Alassane Maguette Seydi, animateur principal. Et la célèbre notaire Tamaro Seydi. Donc, c'est un monsieur qui, lui, a investi, sa vision, c'était d'investir sur l'éducation de ses enfants. C'est pour cela que vous l'appelez l'éducateur?
Ah oui, oui, c'est pourquoi je l'appelle l'éducateur, parce que lui, c'était pas les oiseaux, c'était pas autre chose, c'était l'éducateur. Beaucoup de personnes qui arpentent la rue Ouagane Diouf ne connaissent pas la personnalité de Ouagane. Ah oui, voilà, Ouagane, effectivement, très peu de gens savent qu'on lui doit les premières toilettes publiques de Dakar. Que le marché Sandaga, c'est lui. Que le repos Mandel, c'est lui. Parce que Ouagane présentait cette particularité d'être l'adjoint du gouverneur Alfred Goux. Il avait, c'est vrai, il avait un grand magasin dans ce qu'on appelait à l'époque la rue de Tan. C'est la rue de Tan qui deviendra par la suite la rue Ouagane Diouf. Magasin où il y avait, disons, tout ce qu'il y avait comme nouveauté là au niveau de Dakar. Les magasins où se retrouvaient également les Amadou Kimam Abdou, les Tierno Seydou Noroutal et bien d'autres. J'ai dit rue Tan, je m'en excuse, c'est plutôt la rue Talmat. C'est la rue en fait du commissariat central là. Alors, Ouagane, lui, a poussé, disons, vers un peu tout ça, quoi. C'est-à-dire la formalisation du marché, du repos Mandel, etc., etc. Et à côté de lui, vous avez un autre monsieur qui s'appelle Amadou Hassandoui. Qui porte aussi souvent, le on nom est d'une dans cette rue. rue-là, sans savoir qui c'était, parce qu'on pense que c'était simplement un dignitaire lébou. Mais on ignore bien souvent que c'était le premier représentant de Renault au Sénégal. Il avait été évincé, disons, de cette fonction par Delmas parce qu'il n'avait pas la bonne couleur. Bon, ensuite, lui, après la guerre, il s'est lancé dans pas mal d'entreprises, il a vendu de la viande, il a fait énormément de choses. Et chaque fois, les toits lui mettaient des bâtons dans les roues. Il tombait, mais il se relevait. On était au temps de la colonisation. À son actif, et ça, je trouve que c'est vraiment remarquable, c'est qu'il pensait déjà à la première banque populaire du Sénégal, avec Gaïndé Fatma. Bien sûr, les banques coloniales, ça ne faisait pas du tout leur affaire et ils lui ont mis des bâtons dans les roues. Ça n'a pas marché. Il a pensé à une compagnie d'aviation avec Léon Boissier-Palin, Martiniquais, qui était là. Alors, ça, ce sont quand même c'est une vision qui est révolutionnaire pour cette époque-là. Parce que quand on pense au moment où ça se situait, quand même, on se dit, mais ce monsieur-là, il était vraiment visionnaire et ambitieux. I'm going back to my roots, yeah, yeah. Reggae music is all that I need. We are going back to our roots. Wheel it, wheel it. Il y a aussi une personne qui fait la fierté d'une ville, qui montre très bien qu'avec sa capacité managériale, on peut effectivement donner de la visibilité à une ville. Je veux parler de El Hadj Djilimbaye, que vous citez aussi dans le bouquin parmi... Oui, El Hadj Djilimbaye, dans l'imaginaire des Sénégalais, c'est le premier milliardaire sénégalais, avec Ndougo Kébé.
Et là, Djilimbaï, sa fortune, il y a, disons, un petit mystère quoi, autour. Ses premières affaires, c'était des montres avec des effigies de chefs d'État. Houphouët-Boigny, Hassan II, c'était ça ses premières affaires. Mais, donc on l'attribue également à la banque d'Aouzou. C'est-à-dire l'argent, disons... De Tombalbaye. De Tombalbaye. L'argent avec lequel Tombalbaye avait acheté la bande d'Aouzou et qui lui aurait été confié. Bon, mais rien de tout ça n'a jamais pu être démontré. Mais toujours est-il que ce monsieur-là, une fois rentré quand même au Sénégal, s'est lancé dans diverses entreprises, aussi bien d'ailleurs au Sénégal qu'à l'étranger. Il a quand même réussi à construire un empire carrément. Oui. Ce qui alimentait peut-être cette rumeur, c'est que Djilimbaï aussi avait pris sous ses ailes les enfants de Tombalbaye. Ah non, sa présence au Tchad est incontestable. Ça, non, il était souvent au Tchad. C'était un ami de Tombalbaye. Les gens qui parlent de la bande d'Aouzou, de l'histoire de la bande d'Aouzou, disent carrément que Tombalbaye lui aurait confié l'argent, disons, avec lequel il avait vendu la bande d'Aouzou à la Libye. Bon, ça c'est qui. Mais, bon, ça n'a jamais pu être prouvé. C'est de la même manière, par exemple, que de l'autre côté, on disait que Ndjugo Kébé est un prénom de Mobutu. Ça aussi, disons que ça a été dit, mais ça n'a jamais été prouvé. Moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est ce qu'il y a au bout de tout ça, c'est ce qu'ils ont fait tous les deux, en tout cas de cet argent-là. Djili, avec ses cités Djilimbaï et compagnie, ce qu'il a fait de Louga, parce que si aujourd'hui on peut dire que Albouri est peut-être le père du Ndiambour, le père de Louga c'est Djilimbaï, donc qui a vraiment façonné pratiquement une ville, quoi. Sa ville natale. Bon, Ndjugo Kébé, il n'est pas inutile de rappeler qu'à un moment donné, il possédait 26 sociétés au Sénégal, ce qui voulait dire des milliers d'emplois également. L'un comme l'autre, Djili a supporté les salaires des fonctionnaires en période d'ajustement structurel. Il a, à cause, disons, peut-être de sa proximité avec Abdou Diouf, puisqu'ils étaient tous les deux de Louga. Parmi les précurseurs, il y a Diallo Diop. Oui, alors Diallo Diop, lui, il est parti de la blouse, disons, pour finalement terminer en homme d'affaires, quoi. Diallo Diop, c'est les allées Pape Gaïspal, en face de la grande mosquée, c'était là où se trouvait son magasin. Moi, je me souviens que nous allions, jeunes là, nous promener devant. Et c'est aussi quelqu'un donc qui est né à Saint-Louis, bon, qui a ensuite été, qui a d'abord transformé du poisson pourri en poisson sec pour aller le vendre à Louga et à Linguère, avec son ami Bakary Gueye. Ensuite, il s'est lancé dans le commerce de bois et de matériaux de construction sur le bord du fleuve. Et puis ensuite, il a fini par faire d'abord la société ROR, la Société sénégalaise des travaux urbains, qui s'activait dans les carrières de coquillage et de sable en Casamance. Et finalement, il a terminé avec son magasin, donc ce fameux magasin qui se trouvait dans les allées Pape Gaïfal. Alors moi, ce que je retiens surtout de lui, c'était son humilité, car il était vraiment humble et sobre. Il incitait toujours les gens, disons, à cultiver la patience. Et il leur disait que lui, par exemple, n'était devenu millionnaire qu'à l'âge de 60 ans. Donc, vraiment, il fallait faire preuve, disons, de patience dans la vie. Mais qu'est-ce qu'il avait de commun avec Siley Cissé pour que vous les mettiez côte à côte? Ils ont émergé, disons, à peu près au même moment. C'est pourquoi je les ai mis côte à côte. Tout ça, c'est la bande des pionniers, hein.
Vous écoutez Au fil du temps, mon invité est le journaliste et formateur en développement personnel Mody Diop. Très rapidement, donc Serigne Cheikh Tidiane Sy, l'entrepreneur aussi. Ah oui, lui c'est le marabout vraiment inclassable. D'abord, c'est un homme d'une très grande érudition, qui, à un moment donné, parce que son oncle lui avait dit, écoute, tu ferais bien d'ouvrir une boutique, parce que l'avenir, c'est ça, c'est la boutique. Dans un premier temps, il n'avait pas compris ce que son oncle lui disait. C'est le commerce, quoi, en fait. C'est ce que l'oncle lui disait. Et finalement, il l'a compris et il s'est lancé donc dans, disons, d'abord la boutique et ensuite les affaires. Bon, on se souvient tous de son expérience au niveau de la Sococim, parce qu'il a voulu, disons, sortir un peu de son niveau, quoi. Mais Serigne Cheikh, lui, sa particularité, c'est que tout ce qu'il gagnait, il le dépensait aussitôt, quoi. Donc, c'était pas un bon gestionnaire au sens du terme, quoi. Il faisait de la redistribution, quoi. C'est-à-dire que lui, bon, l'argent peut-être n'avait pas de valeur réellement à ses yeux. C'était un outil, bon, qu'il fallait simplement, ça devait servir à quelque chose et donc il gardait rien, il redistribuait tout et puis donc on loue encore ce qu'on appelle sa générosité. Celui dont le parcours est étonnant, c'est le roi du riz, du tchèp, comme on dit, Bokar Samba Gueye. Bokar Samba Gueye. Le Tchoubalo qui est parti de pratiquement rien pour arriver, disons, à cette histoire de riz. C'est le pape du riz, en fait. Carrément le pape du riz. Ce que je regrette quand même un peu, ce que je déplore un peu, c'est, disons, tous les problèmes qui ont suivi par la suite, quoi, avec les banques, jusqu'à aujourd'hui. Il a toujours des démêlés avec les banques. Mais bon, son parcours, c'est son parcours, quoi. Ça, on ne peut pas le lui retirer. C'est quelqu'un qui compte, quoi, parmi les self-made men sénégalais. Je ne veux pas qu'on me taxe de misogyne. Bon, parlons de Rokhaya Sall. Ouais, Daba Sall, donc, Madiaye Sall, les établissements Madiaye Sall, bon, enseignante, père enseignant. Son père avait fait les classes à Ablaye Wade. Elle a pensé une fois à la retraite, elle a pensé, disons, à ouvrir son école. Et ça a donné donc les cours Madiaye Sall, qui présentaient la particularité d'être, non seulement il y avait un enseignement de qualité, parce qu'elle savait choisir ses enseignants et tout, mais en plus, elle avait réussi à tisser une sorte de solidarité entre ses employés, avec un système, par exemple, de fourniture en riz, une sorte de coopérative, quoi. Ça, et vraiment, disons qu'elle a piloté ça de main de maître jusqu'à sa disparition, parce que l'école y a survécu, l'école est toujours là, la qualité est toujours là, donc c'est une dame quand même qui a réussi vraiment à faire dans l'enseignement intéressant. Une autre pionnière, mais celle de l'informel, c'est Adja Dior Diop. Ah oui, Dior. Il y a Dior Diop qui nous a quittés donc il y a 2 ans, il n'y a pas tout à fait 2 ans. Oui, elle vraiment c'est la reine de l'informel, puisqu'elle a été la première à aller en Chine chercher comme on l'appelait, les marchandises. Les marchandises, c'était les ustensiles de cuisine, c'était les tissus, et tout ça qu'elle revenait vendre ici. Elle a été l'une des premières à faire ça. Et ensuite, elle a lancé son fameux réseau, là, le RASEF, sorte de chaîne de la solidarité pour les dames, avec des tirages, disons, dédiés à la Mecque. Donc, elle aussi, dans son genre, elle a joué sa partition, quoi. Mais il ne faut pas non plus oublier Aïda Ndiaye Badalo.
Parlons aussi d'une autre, mais celle-là, c'est dans le stylisme et la mode, c'est Diouma Diangarate. Oui, Diouma, elle est omniprésente. Elle occupe toujours, disons, l'actualité. Peut-être un peu moins ces derniers mais effectivement, il ne faut pas oublier qu'elle a... Bon, disons que le virus l'a touchée, l'a prise très tôt, puisque c'était déjà au marché de Rufisque qu'elle vendait avec sa mère les aiguilles, du fil, des tissus, tout ça. Mais elle a su démarrer, tenez-vous bien, avec 2 machines dans le garage de son père, à Gibraltar. Et c'est ça qui deviendra par la suite Chalimar Couture. Et Diouma est devenue, par la force des choses, la couturière des premières dames et de leur mari de président. Disons, son ambition aussi l'a poussée à briguer quand même un mandat présidentiel. Oui, à un moment donné, elle s'est dit pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi? Dans cette galerie, il y a Omaïs, Youssef Omaïs. Oui, alors Youssef Omaïs et Patisen, parce que je voulais aussi faire quelque chose de varié, quoi. Donc lui, vraiment, c'est le représentant, disons, de ce qu'on appelle les Libanais du Sénégal. Et il a un parcours aussi qui est intéressant. Surtout qu'il est encore vraiment omniprésent, lui, quoi. Pas quelqu'un c'est quelqu'un qui s'est battu aussi pour faire son Patisen, là, avec les chocos, aussi cela, avec toute la concurrence qu'il y avait. Mais il a réussi à s'imposer. Bon, il est là, quoi. Nos contemporains, on les connaît, hein. Vous parlez de Youssou N'Dour, de Yérim Sow, de Ahmed Amar. Bon, tout cela, maintenant, bon, nous vivons avec eux, pour certains, c'est vrai que c'est connu. Au terme de votre livre, Mody Diop, Croire en soi, on se demande quand même que nous a servi tout ce trésor d'hommes, aujourd'hui, quand même, qui ont montré le chemin, qui ont balisé le chemin et qui ont fait des choses concrètes. Ils ont laissé un héritage quand même, parce que quand je vois, par exemple, les Ndouga Kébé, Didi Mbaye, dont leurs enfants continuent, un peu marchent sur leurs traces avec plus ou moins de bonheur, mais ils sont là. Si les guichets, le building Maginot est encore là. Bon, si vous prenez les Babacar Ngom, MSN, non, Sedima est là, atteste quand même, je veux dire que leur ambition est quand même matérialisée, elle est là. Dans cette galerie de portraits, vous avez montré quand même le parcours de ces gens, peut-être certains, dont certains sont partis de rien, qui ont fait de patience, mais qui ont eu une vision aussi. Pourquoi ces jeunes qui aujourd'hui sont à la recherche d'emploi ou qui attendent que l'État les emploie ne se sont pas inspirés de ces gens-là pour créer leur propre entreprise et pour se développer? Ah oui, non, pour la jeunesse d'aujourd'hui, mais on en revient disons, à la préface de Mimi Touré. C'est que cette jeunesse qui ne croit pas tellement, croit plutôt en certains artifices comme du style de je m'exprime en wolof. Bon, alors que l'entrepreneuriat, a ses règles également. Et le but justement de ce livre-là, c'était de dire à ces jeunes-là, mais ce que ces gens-là ont réussi, vous pouvez, pourquoi pas vous? Moi, dans le cours, par exemple, je donne des cours de communication et de management de soi, de développement personnel, mais le but, par exemple, de ce cours, c'est de les amener à se poser la question, mais à se dire, mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi, je ne sortirai pas de mon confort personnel là pour essayer également de
devenir un Youssou Ndour, un Babacar Ngom, un André Kenny, etc., etc. Moi, en fait, c'est ça, disons, le point focal du... En dehors de rendre hommage à ces entrepreneurs et de retracer, d'assurer une traçabilité, disons, à leur parcours, l'autre objectif, c'était de les donner en modèle à la jeunesse, pour qu'ils puissent en inspirer et qu'ils puissent se dire, mais pourquoi pas nous? Nous également, nous devons avoir suffisamment confiance en nous, nous devons avoir une ambition, nous devons avoir une motivation, etc., etc. C'est ça, en fait. Si vous écoutez au fil du temps, mon invité est Mody Diop, ancien journaliste au Soleil, pour son livre coécrit avec le journaliste Amadou Bator Dieng et qui s'intitule « Croire en soi ». Merci, et que Oui. vivement que le corona quand même s'éloigne de nous pour permettre aussi au lancement de votre livre « Croire en soi ». Parce que effectivement vous aviez eu l'ambition de faire une grande signature, mais malheureusement comme nous sommes tous confinés, ça se fera Oui, nous peut-être sommes après. tous confinés, mais je signale quand même que le livre est disponible aux 4 ans, à la librairie Les 4 ans, Ville, Oui, pour ceux qui aimeraient l'acquérir, en attendant que cette fameuse séance de dédicace puisse se tenir. en tout cas, ce livre sert d'exemple et que ce n'est pas un livre qu'on lit uniquement et qu'on oublie, mais sur lequel on peut revenir constamment pour s'inspirer, bien sûr, de la vision, de la démarche, mais aussi de leur hargne à réussir. Oui, juste un dernier mot Oui. pour ajouter que ce n'est pas un livre de portraits, bien que les portraits soient faits, c'est plutôt un livre de parcours. Voilà, je rappelle donc le titre de votre livre, Croire en soi, et que c'est paru aux éditions Les Nègres. Merci Baba. Allez, merci. Au fil du temps, c'est fini. Mon invité était Mody Diop pour son livre Croire en soi, parcours des grands entrepreneurs.